Supposez un instant qu'il fasse nuit et que vous entriez dans un monde étrange. Entre veille et sommeil, entre rêve et cauchemar. Dans un monde indistinct où se mêlent la lumière et l'ombre. Un monde où les hommes ne s'aventurent qu'à regret. Vous voici partis à la recherche des secrets d'un territoire mystérieux appelé Roselière. Dans le sous-sol grouillant de ces marais, des silhouettes curieusement familières parcourent des décors fantastiques. Il y a des millions d'années, la vie surgissait de ces eaux primitives. C'est d'un monde comme celui-ci qu'est venu le premier poisson. Et c'est d'ici qu'il est parti à la conquête des terres. Sous les eaux, rien ne semble avoir changé depuis cette nuit de la vie. Et les crapauds, animaux très anciens, gardent peut-être mémoire de temps sans chasseurs. Ces algues inquiétantes sont les filaments qui assemblent en ruban les œufs, l'abondante progéniture des batraciens. Dans ce sous-sol boueux, il y a aussi un printemps et des amours. Les amours batraciennes rappellent les luttes les plus archaïques et leurs étreintes bizarres évoquent le meurtre plus que la passion. Les crapauds s'entassent en une mêlée informe jusqu'à se fondre dans la végétation et les cailloux. Dans les caves aquatiques de la Roselière, la saison des amours est une aubaine pour les rapaces des eaux douces. Cette patte de crapaud se pétrit sous le regard d'autres animaux. Celui qui se tapit comme une ombre est un prédateur que les hommes appellent brochet. L'aube qui va succéder au drame de la nuit colore déjà les reflets du marais. Il est temps de franchir le miroir, de monter d'un étage au-dessus des racines et de la vase, vers la forêt de roseaux et de joncs, domaine d'autres animaux, qui nous sont, dit-on, plus familiers. En sommes-nous, bien sûr.
Celui-là qui a bien l'air d'un oiseau en observe d'autres qui rivalisent de virtuosité avec les loutres dans l'art du plongeon. C'est de ce minuscule guetteur au nom fort approprié de râle d'eau que proviennent ces cris pathétiques. Tel un intendant écrasé de responsabilité, le râle d'eau inspecte le domaine dès l'aube. Un peu vigie, un peu pipelette, il se faufile comme une souris dans les corridors du château végétal qui couvre les rives. Les petits grèbes castagneux sont-ils déjà en plongée? Et les grenouilles qu'un coup de bec bien placé transformerait en déjeuner? Et où sont les foulques avec leur cachet blanc sur la tête? Ah, les voilà. Les grèbes huppées ont donc commencé leur duo d'amour. En cette aube encore indécise, le raffinement des plumages et les esquisses de parade ne laissent plus de doute. Le temps des couples est venu. Chez les grèbes huppées, on secoue la tête en cadence, on fait mine de se détester, on déploie sa collerette, on caquette plaisamment. Ensuite, on danse, on s'offre des douceurs. Ça marche tous les ans. Un soleil de printemps encore timide réchauffe à peine le matin de la roselière. C'est assez de chaleur, cependant, pour les animaux à sang-froid. La couleuvre, version aquatique. Serpent sans venin, mais excellent nageur. Parfaite dans le rôle de méchant. Et dans le rôle de la victime, un triton de la famille batracien, cousin à queue plate des mystérieuses salamandres. Et puis, comme le veut la chaîne naturelle des mangeurs et des mangés, le triton est lui-même le prédateur de la progéniture des grenouilles. Pauvre tétard. Enfin, comme de juste, un chasseur des airs guette celui des eaux. Le Milan a repéré la couleuvre. Pour jouer le grand méchant, on n'en est pas moins prudent.
Autant de répit gagné pour le triton, la chasse continue. Attention, dans la roselière comme ailleurs, la hiérarchie des prédateurs ne se discute pas. Tant d'événements donnent faim. Que, en point d'exclamation et démarche pressée, le raldo s'en va picorer la vase en quête de larves et d'insectes. Un peu plus loin, le cou tendu et le derrière relevé d'un castagneux n'annoncent rien de bon. Au printemps, les territoires de ponte se défendent des intrus, quels qu'ils soient. Les castagneux ne sont guère brillants quand il s'agit de voler, mais pour chasser un rival, ils pratiquent en maître la poursuite à fleur d'eau et la bagarre debout. Le foulque curieux qui passe par là connaît leur violence. L'exercice consiste à donner le plus de coups de bec sur la tête et le cou, et le plus de coups de patte avant d'enfoncer l'adversaire sous l'eau. Mauvaise idée, le foulque, de t'en mêler. En un clin d'œil, de furieux affrontements frontaliers gagnent toute la communauté foulque. Les grèbes huppées jouent les pipelettes. On n'est jamais trop prudent, mais en cette saison, les guerres de voisinage sont tout simplement contagieuses. Et voilà que les cygnes se mettent aux préliminaires d'intimidation, avec la dignité et la mesure qu'exige leur rang. Ça ne va pas durer. Comme chaque année, le petit gardien de la roselière assiste aux combats mortels qui définissent les territoires et les alliances. Le vaincu a sauvé sa vie. Il s'envole à la recherche d'un territoire moins disputé. Comme si ce dernier combat avait donné le signal, toute la roselière s'apaise. Dans les nids, les premiers œufs des foulques et des grèbes attendent la couvaison. Voici d'ailleurs un autre signal qui dit à tous qu'une nouvelle saison approche. Les hirondelles sont revenues, fidèles, faire le printemps.
Désormais, le soleil est haut dans le ciel. La chaleur s'installe. La torpeur de la couvaison gagne tous les nids. La roselière tout entière semble s'endormir. C'est le moment que choisit un nouvel habitant pour emménager discrètement. Le gardien des lieux reconnaît en ce timide oiseau, même pas aussi grand qu'un moineau, la brave rousserolle. Cette modeste fauvette des roseaux a tressé son nid pas plus haut qu'une main, au cœur de l'enchevêtrement de tiges et de hampes. Elle s'y installe, s'y enfouit, et vérifie qu'il est douillet, comme il faut. À midi, le soleil incite tous les habitants à la sieste, au fil des courants ou sur radeau. Mais c'est décidément une journée bien agitée. À qui appartiennent donc ces huppes de plumes noires, cette tête rousse, ce long bec fait comme un jeu d'épée, et cet œil de vipère? Un de grands oiseaux s'abattent dans les roseaux. Ils viennent de lointains déserts du sud du Sahara. Leurs longs doigts sont faits pour s'agripper aux roseaux. La couleuvre ne les connaît que trop. Les hérons pourprés sont de retour. Bec en poignard, long cou à ressort qui se plie avec une inquiétante souplesse, et hautes pattes, à l'aise en vol comme sur la vase mouvante. Les hérons pourprés ont la meilleure vue de la roselière, des yeux de chasseurs. Tout en eux dit que les oiseaux sont bien les lointains descendants des dinosaures. Voici les spécialistes de l'affût et du harponnage. Les hérons pourprés s'installent en colonie. Ils plient, ils brisent les cannes de roseaux pour en faire la base de leur nid sur pilotis. Le fracas de leurs travaux de construction tient toute la roselière en respect. Chez les hérons, ce sont les mâles qui installent les aires. À la fois territoire et future couveuse. La communauté héron pourpré annonce le début de ses parades. Retour au calme.
de solennelles cérémonies nuptiales préparent le stade nettement plus acrobatique de l'accouplement. Les hérons, mâles et femelles, s'installent pour couver à tour de rôle les œufs de l'année. Et pour entretenir, comme les autres oiseaux, leur nid radeau. L'été s'annonce. Entre soleil et eau, toute la roselière reverdit. Tiges, feuilles, hampes et plumets en font une nouvelle forêt. Une jungle verte enveloppe tous les animaux, protège les plus faibles, isole les nids, crée l'ombre et la fraîcheur. Et ainsi passent les semaines de couvaison. Les hérons nouveau-nés ne sont pas des modèles de beauté. Le ventre nu, le bec trop pointu, le gosier trop grand. Hirsutes, mais si fragiles. Les nids les mieux cachés sont exposés aux méfaits de cette bestiole-là. Prudence, ne jamais oublier que Maître Putois adore les œufs frais et les tendres oiselets. Le Raldo a beau manifester le danger de tout son petit corps, il n'est qu'un modeste gardien. À un premier carnage pourrait succéder un autre, car les pilleurs de nids guettent de toutes parts. Les corneilles, par exemple, qui ne savent que trop bien profiter d'une situation élevée et d'un point de vue panoramique. Les petits foulques commencent à sortir de l'œuf. Et leurs parents sont impuissants quand un carnivore de cet acabit les repère. Le foulque se contente de sa danse d'intimidation, corps gonflé, tête baissée, coup de patte dans l'eau, cri pathétique. C'est trop peu pour dissuader un putois.
Le putois est déjà reparti vers de nouveaux méfaits. Le raldo passe le mot. Quand le message arrive chez les grèbes huppées, l'oiseau camoufle sa couvée sous les végétaux de son radeau jusqu'à ce qu'il se fonde dans le décor. Opération camouflage parfaitement efficace au rez-de-chaussée, moins performante vue de l'étage du dessus. Une seule solution, la protection rapprochée. Tout à côté, chez les foulques, les poussins arborent les couleurs flamboyantes qui les signalent à leurs parents. Eux, ils se repèrent au casque blanc. Dès la naissance du petit dernier, la couvée foulque ne tient plus en place. Ce que le rapace des eaux sait très bien. Le raldo patrouille sur la rive à bonne distance. Dans toute la roselière, les prédateurs sont à l'affût de toutes les nichées, invisibles. Busards, rats, putois, brochets. Les poussins foulques à peine âgés de quelques heures ont déjà les grosses pattes de l'espèce, son goût pour la plongée et une sérieuse tendance à la dispersion qui complique la surveillance. Avec un peu d'encouragement, le petit dernier fera comme les autres, dès la sortie de la coquille. Le gardien de la roselière admire peut-être la force de l'instinct qui pousse les petits foulques dans l'eau à la suite des parents. Ces plongeurs légers comme des bouchons ne savent plus où donner de la béquée. Si la chasse aux libellules marche bien, ce n'est pas forcément le chasseur qui en profite. De temps à autre, le raldo s'insurge. Comment peut-on négliger ainsi un poussin aventureux avec tous ces méchants qui rôdent ?
Le brochet est d'une patience infinie. Les poissons sont des animaux trop anciens pour se laisser aller à l'impatience des êtres à sang chaud. Voilà qui est mieux. Cours, petit, cours, le brochet est derrière toi. Tout cela est décidément indigne d'un brochet d'expérience. Le râle d'eau en bon intendant sait cependant qu'il n'y a pas de happy end à toutes les histoires et qu'un appétit de brochet, c'est du sérieux. Les grèbes huppées, eux, pratiquent la crèche flottante. Les poussins se baladent, certes, mais à l'abri et au chaud sur le dos des parents. Et le virtuose du plongeon est un vorace à qui il faut chaque jour pas moins de 200 grammes de poisson, du jeune brochet par exemple. Chaque parent grèbe se chargera plus tard d'une moitié de la nichée et lui organisera ainsi la cantine pendant 6 bonnes semaines. À l'étage du dessous, on tient à l'œil son maillon personnel de la chaîne alimentaire. Les petits grèbes qui mangent des petits brochets font de parfaits repas pour les gros brochets. Côté grèbe, l'abondance de poissons et l'appétit des nichés redoublent le goût pour le plongeon.
Tandis qu'il part méditer sur les caches mortelles des habitants des eaux, le râle entend un signal familier. Un coucou gris est à l'affût. Sa vue perçante cherche un nid où la couvaison n'a pas encore commencé. Et comme souvent, le sort tombe sur la rousserolle. Le mauvais coup a été mené discrètement et sûrement. Sur les petits œufs de la rousserolle, un œuf de coucou. Mission accomplie, le coucou abandonne sa progéniture, le parasite reprend sa vie solitaire. La chaleur de l'été stimule l'énergie et l'appétit de la couleuvre. Quoi de plus tentant qu'un batracien dodu qui prend le soleil? C'est tentant pour tout le monde, mais il faut savoir que certains sont mieux équipés que d'autres pour la chasse. Les hérons pourprés sont la terreur des grenouilles. Leur œil n'en manque aucune. Leur bec harpon les transperce comme ils transpercent poissons et mollusques. Dans la meilleure tradition du qui mange qui, la couleuvre figure aussi au menu. C'est à la nichée héron qu'est destinée cette manne. Le chasseur régurgite la proie stockée dans son jabot au bénéfice batailleur de ces petits monstres. Mais que devient donc le nid de la rousserolle? Elle ne proteste donc pas à l'expulsion de sa couvée. Le poussin coucou, aveugle et nu, irrité par le contact des œufs, les hisse à reculons. Il les jette un à un hors du nid. La rousserolle a l'air d'adopter l'intrus. Rien n'explique l'indifférence des parents, ni la fascination que le coucou paraît exercer sur eux. Le putois,
qui doit avoir des petits à nourrir, fait son tour lui aussi. Il renifle peut-être l'odeur des jeunes hérons. Mais chez les hérons pourprés, la nature a prévu quelques talents particuliers pour déjouer les tentatives des carnivores. Tout d'abord, un plumage rayé qui se fond un peu dans les roseaux. Mais surtout, une capacité de reptile à rester parfaitement immobile. Le cou tendu, raide, le bec levé à l'alignement. Le héron pourpré sait se faire branche morte. Roseau. Le raldo applique la même tactique à sa petite échelle. Le bon gardien se reconnaît à sa discrétion et à sa manière de se fondre dans le paysage. Déjà l'été s'adoucit. Les poussins grèbes ont grandi, les premiers-nés ont pris leurs allures de peluche et se parent de rayures que l'automne effacera. Les derniers-nés hérons contemplent leurs aînés parés de leur plumage roux, qui explorent déjà les alentours du nid. Dans la famille Foulque, les poussins de la deuxième couvée suivent sur l'eau ceux de la première qui ont survécu. Il n'est resté à chaque couple que 3 ou 4 jeunes. Les roseaux se font plus sombres, la brise piquante. Castagneux et Foulques donnent l'exemple des grands rassemblements doux. Et les plus âgés font des démonstrations de décollage. Le temps des migrations est venu. Un calme soudain tombe sur la roselière. Quelques nuits d'une fin d'été ont suffi à la vider de ses habitants. Dans les roseaux qui flétrissent ne subsistent que les traces des nids qui ont abrité les poussins.
Sous les eaux troubles, comme à la surface, règne une paix étrange. Il n'y a donc plus personne. Le gardien du domaine semble procéder à une dernière inspection avant de partir lui aussi. Des habitants de la Roselière, ne reste que la trace des premières mues. Mais l'histoire la plus étonnante de la Roselière n'est pas finie. Le poussin coucou s'est changé en énorme bébé, en ogre exigeant qui malmène son parent adoptif. Il quitte le nid qu'il a dévasté, mais pendant 3 semaines encore, il épuisera une malheureuse rousserolle fascinée par le rouge éclatant d'un gosier sans fond. Cette fois, la Roselière est bien devenue désert sous les premières neiges. Et elle s'endort, comme chaque année. Grèbe, foulque, héron et rousserolle sont très loin, au sud. Comme l'hiver passe vite, clame le râle d'eau, comme il est bon de revenir et de parcourir à nouveau les allées du domaine. Sont-ils bien tous là? Les jeunes ont-ils bien grandi? Les parades vont-elles commencer? Au printemps, chacun reprend son rôle dans le grand théâtre de la vie, qu'il soit chasseur ou chassé. Chacun y déploie à nouveau toute sa beauté. Si proche et pourtant si lointaine, la Roselière sait garder ses secrets. Patience et respect permettent parfois d'approcher ses trésors. Car à chaque printemps, dans un perpétuel recommencement, entre terre et eau, entre ciel et roseau, la Roselière reçoit, abrite et nourrit une multitude d'espèces. Tout un univers vivant.